Chers étudiants, nous allons voir dans ce cours le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et en abréviation on l'appelle le SAOS ويسمى باللغة العربية البهر النومي أو انقطاع النفس النومي. Ici vous avez les principaux mots-clés en français, arabe et en anglais. Les principaux objectifs pédagogiques, c'est de connaître la fréquence des troubles respiratoires du sommeil, de penser au syndrome d'apnée obstructive du sommeil devant des symptômes diurnes et nocturnes, de différencier le syndrome d'apnée obstructive du sommeil des autres troubles respiratoires et savoir orienter un patient suspect de syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Le sommeil constitue notre source principale de récupération pour notre organisme. En effet, on passe un tiers de notre vie à dormir. Et à 60 ans, nous aurions dormi 20 ans si on dort 8 heures par jour. Parmi les fonctions principales du sommeil, tout d'abord la récupération physique, et ceci se passe principalement au cours du sommeil long, au cours duquel on distingue deux stades, le sommeil long léger et le sommeil long profond. Ce sommeil constitue 80% du sommeil. Le 20% du sommeil restant, c'est le sommeil paradoxal qu'on appelle aussi le sommeil de mouvement oculaire rapide ou le REM. Et au cours de ce sommeil-là, on a un relâchement musculaire total. Ce sommeil se caractérise par son rôle dans la récupération mentale. Lorsqu'on dort, on va passer par plusieurs cycles de sommeil. On fait jusqu'à 5 à 6 cycles de sommeil par nuit. Et au cours des premiers cycles, c'est le sommeil lent qui est prédominant. Et au fur et à mesure qu'on dort, ce sommeil lent diminue et le sommeil paradoxal va faire place. Au cours du sommeil, et particulièrement au niveau du sommeil paradoxal, il y aura des modifications au niveau de la physiologie de la respiration qui va s'opérer aussi bien au niveau central qu'au niveau périphérique. Ces modifications vont favoriser sur un terrain particulier l'apparition de troubles respiratoires du sommeil. Parmi ces troubles respiratoires du sommeil, nous avons un trouble qui est le plus fréquent, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est quoi ce syndrome? C'est une maladie chronique purement du sommeil, définie par la répétition uniquement pendant le sommeil d'événements respiratoires anormaux, courts et répétés. Ces événements sont faits soit d'arrêt total, ce qu'on appelle apnée, ou partiel, ce qu'on appelle hypopnée, du flux aérien au niveau nasal d'au moins 10 secondes. Ils sont liés à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Et ceci malgré les efforts respiratoires persistants. Ces événements s'accompagnent d'une désaturation et ou de micro-évents cérébraux responsables d'une fragmentation du sommeil et d'une hypoxie intermittente. Ces événements sont associés aussi à des conséquences au niveau clinique aussi bien nocturne que diurne, dont la symptomatologie principale est la somnolence diurne excessive. Ces événements ne peuvent être confirmés que sur un enregistrement du sommeil la nuit. C'est une pathologie très fréquente. En effet, la prévalence du syndrome d'apnée obstructive du sommeil est évaluée à peu près 4% de la population générale. Mais ce pourcentage augmente plus lorsque on choisit des populations à risque. Si on prend particulièrement des patients hypertendus, on aura une prévalence du syndrome d'apnée obstructive du sommeil aux alentours de 35%. Ce pourcentage va augmenter à 80% si on prend les hypertensions artérielles résistantes au traitement. Chez les diabétiques de type 2, on va trouver une prévalence du SAOS aux alentours de 35%. Et lorsqu'on prend une population d'obésité morbide, la prévalence du SAOS est aux alentours de 77%. Quelle est l'éthiopathogénie et la physiopathologie du SAOS? De manière simplifiée, le SAOS est dû essentiellement
à une obstruction du pharynx uniquement au cours du sommeil et qui est secondaire à un collapsus pharyngé inspiratoire exagéré qui est dû à une atonie musculaire et ceci est responsable de la chute de la langue au cours du sommeil. Ce collapsus survient sur des anomalies fixes anatomiques et parmi ces anomalies, on a l'obésité qui constitue un facteur aggravant principal. Sur ce schéma, vous avez le sujet normal en éveil et on voit les différentes structures, la langue, avec en dessous l'ostéoïde, avec les amygdales, avec la mandibule, et on voit bien que le calibre du pharynx est normal. Chez le sujet normal en sommeil, il existe une atonie musculaire ou une hypotonie musculaire qui est physiologique au cours du sommeil avec tendance à la chute de la langue avec diminution du flux aérien. Mais le sujet normal a un calibre suffisant et une collapsibilité du pharynx qui est normale, suffisante pour laisser persister le flux aérien et permettre au sujet de respirer normalement. Chez le sujet SOS, au cours du sommeil, les choses sont plus compliquées. En effet, il a un calibre qui est insuffisant et une collapsibilité du pharynx qui est anormale, ce qui va permettre et aboutir à un arrêt du flux aérien de manière intermittente. À quoi est dû cet obstacle du pharynx qui va réduire le calibre du pharynx? C'est essentiellement tout d'abord des anomalies anatomiques innées chez le sujet. Par exemple, on va trouver des sujets avec une macroglossie, avec une hypertrophie amygdalienne importante, l'abaissement de l'os hyoïde, une base de la langue qui est hypertrophiée, ou bien un rétrognatisme avec une tendance à la réduction du pharynx de manière innée. Ces facteurs vont être aggravés par d'autres éléments acquis et particulièrement l'obésité viscérale avec une accumulation de la graisse dans le tissu péripharyngé. Vous voyez bien qu'on parle d'une obstruction des voies aériennes supérieures et pas d'une obstruction des voies aériennes inférieures. L'obstruction des voies aériennes inférieures, on l'a déjà vu dans les autres pathologies et les autres étiologies de dyspnée chronique et les autres étiologies d'insuffisance respiratoire chronique obstructive, en particulier la BPCO, et aussi dans l'asthme comme étiologie de dyspnée récurrente. Ces deux pathologies peuvent avoir aussi des symptômes la nuit, mais ce n'est pas dû à l'obstruction des voies aériennes supérieures, mais plutôt à une obstruction des voies aériennes inférieures, surtout périphériques. Et donc, au cours du SOS, on a vu le facteur de risque anatomique est principal pour l'obstruction des voies aériennes supérieures et pas inférieures. Donc, il y a des obstacles fixes innés qu'on a vus dans la diapo précédente, et il y a des obstacles acquis, et parmi lesquels on a l'obésité viscérale. Il faut y ajouter d'autres éléments, en particulier le sexe masculin qui prédispose plus que le sexe féminin, la consommation du tabac, l'alcool, certains médicaments. Sur ces facteurs de risque anatomique va voir s'installer une augmentation de la collapsibilité du pharynx. En effet, au cours du sommeil, on a dit qu'il y a une atonie musculaire avec tendance à la chute de la langue, mais il n'y a pas de mécanisme protecteur chez le patient qui a un SOS, et particulièrement disparition de ce qu'on appelle le réflexe protecteur du pharynx chez le patient SOS. En effet, au cours de l'inspiration, il y a une pression négative. Cette pression négative va tendre à fermer le pharynx en fin d'inspiration. Mais heureusement qu'il y a un réflexe protecteur chez le sujet normal qui va permettre au pharynx de rester ouvert. Chez le sujet normal, il existe ce qu'on appelle le réflexe protecteur. Ce réflexe protecteur fait intervenir les muscles de la langue, particulièrement le muscle géniglosse. Ce réflexe va passer par le centre ponto-bulbaire. Le point de départ, tout d'abord, c'est les barorécepteurs au niveau de ces muscles-là. Ces barorécepteurs, dès qu'il y a un problème d'obstruction des voies aériennes supérieures,
vont envoyer des messages par l'intermédiaire du nerf laryngé supérieur vers les centres respiratoires. Ces centres respiratoires vont envoyer un message effecteur par l'intermédiaire du nerf hypoglosse vers le muscle génioglosse, ce qui va permettre à la langue de revenir à sa place. C'est ce qu'on appelle le réflexe protecteur du pharynx. Chez le South, il n'y aura plus de messages émetteurs et récepteurs qui vont passer par le tronc cérébral pour permettre à la langue et aux muscles de la langue de protéger le pharynx. C'est pourquoi le cortex cérébral va intervenir pour protéger le pharynx et pour stimuler ces muscles de la langue pour qu'ils puissent revenir à leur place initiale et permettre au pharynx d'avoir un calibre suffisant. Cette intervention du cortex cérébral va se faire aux dépens de ce qu'on appelle un micro-éveil cérébral qui va perturber le sommeil. Et donc cette obstruction des voies aériennes supérieures peut se faire de manière intermittente et récurrente au cours de la nuit et au cours de la même nuit du sommeil. Et ce qui fait qu'il y aura des séquences d'événements apnéiques. Ces séquences d'événements apnéiques vont avoir des conséquences qu'on peut récupérer sur un tracé de ce qu'on appelle une polysomnographie. Ces conséquences vont tout d'abord concerner au niveau cérébral le micro-éveil cérébral. Chaque arrêt du flux nasal qu'on va appeler apnée, donc vous voyez ici en bleu, et qui traduit le message qu'on va récupérer au niveau du flux nasal. Donc il n'y a plus de flux nasal, la pression nasale va chuter, c'est ce qu'on appelle une apnée. Vous voyez ici, il a duré pratiquement 20 secondes. Et cette apnée s'accompagne d'une persistance des efforts abdominaux et thoraciques qui essaient d'avoir une inspiration correcte, mais le fait qu'il y ait un obstacle des voies aériennes supérieures, il n'y aura pas de flux aérien au niveau nasal. Donc, persistance des efforts abdominaux et thoraciques malgré l'apnée qui existe au niveau du flux nasal. Et vous voyez qu'à la fin de cette apnée, on va voir apparaître tout d'abord un renflement qui traduit la libération des voies aériennes supérieures après cet arrêt du flux, et ceci va s'accompagner d'une désaturation parce que il y a un défaut d'apport en oxygène, et donc vous aurez une chute de la saturation artérielle en oxygène, et bien sûr, la récupération ne se fait qu'aux dépens du cortex cérébral qui va se réveiller de manière courte. Et donc, une fois qu'il est réveillé, il va reprendre après son sommeil. C'est ce qu'on appelle un micro-éveil. Et donc, cette séquence d'événements apnéiques et de leurs conséquences va se répéter plusieurs fois au cours de la nuit, et on peut arriver parfois jusqu'à des chiffres très importants. On peut atteindre jusqu'à 100 événements par heure pour un patient SARS qui est très très sévère. Et donc, sommeil, apnée ou hypopnée, effort respiratoire, désaturation, micro-éveil, reprise du flux et du renflement, et puis le patient va se réendormir, son cerveau va se réendormir, parce que ce micro-éveil ne réveille pas totalement le patient, et donc il va reprendre, son cerveau va reprendre son sommeil pour encore reprendre cette séquence. Tout ceci se passe la nuit, mais ceci va avoir des répercussions la journée. En effet, le fait que le sommeil est perturbé, ceci va retentir sur la récupération de la personne le lendemain. Et parmi les éléments les plus importants et les symptômes les plus importants la journée, c'est la somnolence diurne excessive. Quel est son mécanisme? Donc on a vu qu'il y a une séquence de collapsus pharyngé
qui est responsable d'apnée ou hypopnée, qui est responsable d'une séquence répétée de micro-EV désaturation. Ceci va aboutir à ce qu'on appelle une fragmentation du sommeil et par conséquence à une privation du sommeil et avec une dette de sommeil. Cette dette de sommeil, au plan physiologique, doit être récupérée par l'organisme et l'organisme va essayer de la récupérer de n'importe quelle façon au cours de la journée et dans n'importe quelle circonstance. Et cette somnolence diurne excessive va permettre à la personne de récupérer sa dette de sommeil. Mais le fait qu'il va survenir dans des moments inappropriés va avoir des conséquences importantes sur la vie de la personne. On a vu que le sommeil a un rôle important dans la récupération physique et mentale. Et par conséquent, cette perturbation du sommeil avec l'hypoxie intermittente qui est due au syndrome d'apnée obstructive du sommeil va avoir des conséquences et des complications aussi bien organiques que psychiques chez l'individu SAOS à court, moyen et à long terme. Tout d'abord, on a des modifications cognitivo-comportementales. Donc ces patients vont avoir tendance à avoir des troubles de la mémoire, à être irritables, à avoir des troubles de la concentration et à long terme à avoir même une dépression. On a vu la somnolence diurne excessive qui est une conséquence immédiate de la nuit de sommeil chez un patient qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et cette somnolence diurne excessive va s'accompagner d'autres symptômes diurnes et parmi lesquels on a ce qu'on appelle les céphalées matinales qui vont s'estomper au fur et à mesure au cours de la journée. Il y a aussi, bien sûr, les conséquences de la somnolence diurne excessive sur l'individu et sur la collectivité avec le risque important, plus élevé, d'accident. L'organe ou l'appareil qui va souffrir le plus au cours du sommeil, c'est l'appareil cardiovasculaire, et pour laquelle on a démontré que le SAOS est un facteur de risque indépendant d'hypertension artérielle à long terme. C'est aussi un facteur de risque indépendant d'avoir des troubles de rythme, d'avoir un accident vasculaire cérébral, d'avoir des troubles coronariens et particulièrement un infarctus du myocarde et d'avoir aussi une insuffisance cardiaque. Enfin, parmi les principales complications du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on a les complications métaboliques. Le SAOS est un facteur de risque indépendant d'avoir un diabète de type 2 à long terme et aussi d'avoir un syndrome métabolique. Le SAOS est aussi un facteur de risque d'obésité. Au cours de la nuit d'un patient du SAOS, il va se réveiller fréquemment et SAOS va être responsable d'une nicturie. Cette nicturie va disparaître sous traitement. Et enfin, le SAOS est un facteur de risque d'un dysfonctionnement sexuel. Nous allons voir un tableau clinique typique d'un SAOS et tout d'abord les circonstances de découverte. Souvent, il s'agit d'un patient qui va consulter pour des symptômes nocturnes et parmi les symptômes les plus importants comme motif de consultation, on a les ronflements qui sont gênants et qui vont gêner surtout l'entourage. Parmi les autres symptômes nocturnes qui vont motiver la consultation, on a les pauses respiratoires, ou bien le patient va consulter parce qu'il a une HTA qui est réfractaire, qui ne répond pas au traitement, ou un diabète qui est déséquilibré. L'interrogatoire recherche des antécédents de prise pondérale, d'hypertension, diabète, d'AVC, de dépression. Les symptômes nocturnes sont souvent anciens et négligés par le patient et constatés uniquement par l'entourage, particulièrement le conjoint. Il s'agit souvent de ronflements très gênants surtout pour l'entourage souvent concomitants à une prise pondérale. L'entourage note des pauses respiratoires poussant à le réveiller et se terminant par une reprise bruyante ou un ronflement parfois senti comme étouffement par le patient s'il est suivi par un éveil. Le matin, le patient a la sensation d'un sommeil non réparateur avec le sentiment d'avoir insuffisamment dormi malgré une bonne hygiène de sommeil et une durée de sommeil suffisante. Le patient rapporte des réveils fréquents avec parfois un sommeil agité.
Une nicturie non expliquée par d'autres étiologies en particulier prostatique est pratiquement constante, les troubles de la sexualité sont fréquents de même que les sueurs nocturnes même en climat froid et souvent autour du cou, on peut avoir des palpitations faisant suspecter des arythmies cardiaques. Les symptômes diurnes sont constants dans ce tableau typique avec en premier une somnolence diurne excessive. Ce symptôme touche 6% de la population générale quelle que soit l'étiologie et donc cette somnolence excessive doit être non expliquée par d'autres facteurs en éliminant surtout une mauvaise hygiène de sommeil. Le score d'Epworth permet de la confirmer et d'évaluer sa sévérité. Il peut être normal ou sous-estimé si le patient fait des siestes. Ici vous avez les circonstances favorisantes de la somnolence évaluées dans l'échelle d'Epworth et pour chacune d'elles le patient établit un degré de probabilité de s'endormir de 0 à 3. C'est un auto-questionnaire, c'est-à-dire que le patient doit répondre sans l'intervention du médecin. C'est pourquoi il faut utiliser la version arabe dialectale adaptée à notre contexte marocain. Il n'existe pas de SDE si le score total appelé ESS est entre 0 et 9 points. La SDE est dite modérée entre 10 et 15 points. Enfin, elle est sévère entre 16 et 24 points. La sévérité de la somnolence est aussi évaluée par le retentissement sur la qualité de vie, relations sociales, études etc., professionnelles et le risque d'accident voie publique ou de travail. Le patient se réveille avec des céphalées matinales qui s'estompent au cours de la journée avec fatigue inexpliquée, irritabilité et un trait dépressif. Le patient présente aussi des troubles de la concentration et de la mémoire. L'examen clinique trouve souvent un patient obèse avec un indice de masse corporelle élevé, avec une obésité de type viscéral comme en témoignent les périmètres ombilicales, des hanches et cervicales élevés. Dans ce contexte, il faut rechercher une HTA à l'examen clinique. L'examen ORL recherche les autres facteurs prédisposant en particulier des anomalies maxillo-faciales comme un rétrognatisme, une face longue, une hypertrophie du voile, de la luette, des amygdales ou une macroglossie. Le diagnostic du SAOS étant fortement suspecté, on adresse le patient au centre de médecine de sommeil, ou à un spécialiste du sommeil, qui va réaliser l'examen complémentaire qui confirme le diagnostic qui est l'enregistrement du sommeil. Cet examen confirme les arrêts respiratoires intermittents, apnée, hypopnée, évalue leur sévérité et leurs conséquences. Il existe deux types d'enregistrement, en haut la polygraphie ventilatoire qui est un enregistrement ambulatoire du sommeil à domicile évaluant les paramètres ventilatoires, flux nasal, ronflement, SaO2, et les efforts respiratoires. En bas la polysomnographie, PSG, est un enregistrement complet du sommeil en hospitalier évaluant en plus la qualité du sommeil en enregistrant le EEG, l'électroculogramme et le EMG. Un tracé de PSG avec la répétition de la séquence d'un événement obstructif et de ses conséquences plusieurs fois sur une vue de 5 minutes. On recherche les événements obstructifs, avec persistance d'efforts ventilatoires, et le logiciel comptabilise au fur et à mesure. On parle d'apnée obstructive, en cas d'arrêt du débit aérien naso-buccal au moins 10 secondes. Et d'hypopnée obstructive, en cas de diminution de plus de 30% du signal de débit associé à un micro-éveil, et ou à une désaturation supérieure à 3% durant au minimum 10 secondes. Le logiciel calcule l'index apnée-hypopnée IAH, égal au nombre d'apnées et d'hypopnées divisé par la durée du sommeil en heures. L'IAH supérieur à 5 par heure est considéré comme pathologique. Pour confirmer le SAOS, on a besoin des critères diagnostiques suivants, la somnolence diurne excessive non expliquée par d'autres facteurs, ou au moins 2 symptômes cliniques parmi les suivants, avec à l'enregistrement du sommeil un IAH supérieur à 5 par heure. Le diagnostic étant confirmé, un bilan minimal des complications est réalisé, avec un bilan cardiovasculaire tension artérielle et si besoin un avis cardiologique, un bilan métabolique avec glycémie à jeûne, triglycérides, cholestérol total, HDL et LDL et enfin un avis ORL spécialisé. Il faut une concordance des messages entre les intervenants pour convaincre le malade du diagnostic et de la nécessité d'un traitement adapté.
Le principe du traitement est de libérer le pharynx au cours du sommeil, par deux moyens principaux. En gardant une langue qui flotte, en délivrant de l'air en pression positive continue PPC, grâce à un masque. Ce n'est pas de l'oxygène. On utilise moins un appareil qui fait avancer la mandibule, et qu'on place dans la bouche, appelé une orthèse d'avancée mandibulaire. Le traitement par PPC comprend un appareil de PPC et un circuit de ventilation avec un masque. L'appareil de pression positive continue constitue le traitement de référence. C'est un petit appareil qui délivre de l'air sous pression, en continu, à travers un masque, et qui soulève la langue et dilate le pharynx, comme une attelle pneumatique. Elle doit être utilisée au cours de toute la nuit et tous les jours. Vous voyez ici comment en augmentant la pression, on dilate le pharynx et on modifie sa forme, sur une imagerie en coupe transversale. En résumé, quel est le rôle du médecin généraliste, en matière de prise en charge du SAOS? Tout d'abord, dépister les principaux symptômes des SAOS, en particulier, les ronflements sévères, les pauses respiratoires observées durant le sommeil, et la somnolence diurne excessive, par le score des PWORT. Aussi, dépister les patients avec comorbidité cardiovasculaire, type HTA, ou diabète non équilibré sous traitement. Puis les adresser précocement, au centre de sommeil, ou aux spécialistes du sommeil.